juste en un mot, si tu peux nous dire pourquoi ce sujet t'intéresse. Alors, d'abord, ce sujet m'intéresse depuis très longtemps, à titre personnel. J'ai un travail assez continu sur le sujet depuis plus de 10 ans. Et en fait, ce colloque m'a donné l'occasion de regarder la notion de noosphère, mais en dehors des théardiens. Voilà, et ça m'a beaucoup intéressé, beaucoup amusé. En fait, si on regarde, si on écoute un peu les médias et tout ça, on voit ce mot se diffuser dans des tas de sphères très très diverses et variées. Et ça m'a beaucoup interpellé. Alors la première qui m'avait interpellé, c'était dans le domaine de l'intelligence artificielle, où des tas de gens parlent de noosphère. Bon, ok, admettons. Et puis, il y a un an, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui s'exprime dans le Figaro en disant, oui, la noosphère est en difficulté parce que notre président de la République ne prend pas les bonnes décisions en termes de politique sur l'intelligence artificielle. Alors ça m'a encore plus surpris, quoi. Je veux dire, on est en 2025, on entend un homme politique qui se met à utiliser le mot, et il l'avait déjà utilisé, Mélenchon, donc c'est assez interpellant, parce qu'il n'a même pas donné une définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je me suis dit, ça veut dire que maintenant, on emploie ce mot sans avoir besoin vraiment de le définir, donc il y a une bonne diffusion qui s'est produite. Alors, partant de ces constats, je suis allé plus loin et j'ai essayé de répertorier, évidemment, c'est pas exhaustif, sûrement pas, hein. Je suis sûr que certains vont pouvoir m'apporter des compléments aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai utilisé l'IA générative aussi, je dois vous le dire, hein, pour essayer de faire des recherches approfondies. Et donc, ce que j'ai... Ah oui, on le met en mode écran, voilà, et on fait comme ça, voilà. Donc je ne vais pas revenir sur l'histoire qui a été rappelée, l'étymologie que tout le monde connaît, bon. Simplement, une chose, c'est que, déjà une première confusion, c'est que les informaticiens qui ont mis au point Internet et qui ont déployé ce réseau mondial, ont déjà commencé à utiliser le mot. Donc ça, c'était un peu embêtant parce que finalement, c'est une infrastructure. Internet, des réseaux, des serveurs et des logiciels. Donc c'était un petit peu troublant que ce mot soit déjà utilisé par des gens qui se préoccupent que d'infrastructures. Et donc, c'est pour ça que je propose d'utiliser le mot de protonoosphère. La protonoosphère, c'est quelque chose qui est bien avant, qui est encore très rudimentaire. Mais c'est vrai que l'infrastructure va permettre des choses. Je crois que dans la journée, d'autres vont reprendre ce thème. Donc, j'appelle protonoosphère ce que on appelle maintenant traditionnellement la toile, le réseau, le web, Internet, bon, il y a tas de mots, mais tout ça, ça revient un petit peu au même. Vous voyez de quoi je veux parler. Ensuite, deuxième étape, je prends des extrêmes un peu, hein, vous voyez, sphère politique, sphère informatique, et puis maintenant, je vais parler des philosophes. Oui, parce que, en fait, les philosophes, depuis très longtemps, réfléchissent à cette notion. Alors, sans utiliser le mot, évidemment, Platon, lorsqu'il parlait du monde intelligible des idées, il n'utilisait pas le mot noosphère. Mais si on regarde un petit peu la théorie des idées de Platon, il y a déjà énormément de choses qui sont communes avec la noosphère. Ensuite, bon, je ne vais pas faire toute la liste, hein, mais vous voyez, elle est longue, de Kant à Bruno Latour. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des expressions, c'est ça que je vais simplement signaler. On voit des mots comme inconscient primordial, conscience collective,
collectif hybride, village global, nouvelle sphère cognitive, et puis vision du monde. Vous voyez, donc tous ces sujets intéressent beaucoup les philosophes depuis la nuit des temps, comme je disais, et intersectent tous la noosphère. Alors, je crois que le grand mérite de Pierre Teilhard de Chardin, c'est d'avoir donné un mot, d'avoir proposé ce mot pour réunir tout un tas de pensées, tout un tas de notions qui étaient un peu dispersées de ci, de là. Donc, les philosophes, les derniers seulement ont utilisé le mot, évidemment. Latour, oui, McLuhan, Joël de René, Stigler, oui. Mais avant, évidemment, non. Déjà, même Michel Serres n'a pas utilisé le mot. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai fait des recherches, j'ai essayé de voir ceux qui vraiment utilisaient le mot et ceux qui utilisent la notion, si je puis dire, et qui ont travaillé la notion d'un point de vue philosophique. Donc, c'est uniquement les derniers qui ont utilisé le mot, alors que les précédents travaillaient la notion, l'idée même de noosphère, sans pouvoir la nommer. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, et je crois que l'histoire de la notion, depuis Platon jusqu'à aujourd'hui, voilà un axe de recherche qui me paraît intéressant pour voir comment les choses ont évolué. Et je crois que Marie l'a dit, l'idée, elle n'est pas arrivée soudainement dans l'esprit de Teilhard comme ça. C'est quelque chose qui a évolué pendant tous ces siècles, lié donc à la réflexion philosophique, et qui, enfin, s'est agrégé avec ce mot qui est arrivé donc assez tardivement, puis dans les années 20, hein, c'est bien ça. Alors ensuite, deuxième champ que j'ai mis à part, on aurait pu les grouper, hein, ce sont les épistémologues, deux personnes que j'admire beaucoup, Pierre Lévy et Edgar Morin. Tous les deux ont énormément travaillé sur cette notion de noosphère. Alors Pierre Lévy n'a pas utilisé le mot, mais vous savez, Pierre Lévy a écrit la Bible, on pourrait dire, de l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, c'est quelque chose d'absolument intéressant. Je vous engage à lire son livre, parce que c'est à la fois comment travailler ensemble pour faire émerger des idées, c'est ce qu'on trouve dans les entreprises. Dans les entreprises, on parle beaucoup d'intelligence collective, mais dans une vue assez réduite, liée au travail de groupe, finalement. Et puis, Pierre Lévy parle évidemment de choses beaucoup plus élevées, avec la démocratie participative, et il parle des outils numériques qui peuvent permettre une intelligence collective en vue de construire la démocratie participative. Il parle également de construction de cette union de l'humanité dans des prises de conscience planétaires. Donc vous voyez, il avance dans sa réflexion, et c'est très très clair dans son livre, jusqu'à la notion de noosphère sans citer le mot. En revanche, Edgar Morin, alors lui, Edgar Morin a beaucoup utilisé le mot de noosphère. Si vous prenez son livre La méthode numéro 4, donc il y a 7 tomes, je crois, dans la méthode. Donc vous prenez le numéro 4, et là, il y a à peu près la moitié du livre qui est dédié à la noosphère. Pour lui, qu'est-ce que la noosphère? Alors aussi, au passage, il propose un mot qui est la noologie. Serait l'étude scientifique de la noosphère. Donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être à reprendre, parce que on sent que beaucoup de gens utilisent le mot, beaucoup de manières de voir la chose est possible, et peut-être qu'une approche un peu plus scientifique de la question, pouvant réunir des points de vue au cours des siècles, comme je disais, pourrait être intéressant. Alors, Edgar Morin est connu pour la pensée complexe, pour ce qu'il appelle l'anthroposocio-noosphère. Vous voyez, toujours, il aime beaucoup faire des associations de mots. Bon, je sais pas, on n'a pas le temps de parler d'Edgar Morin trop longtemps. Il faudrait
évidemment des jours. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour lui, vous voyez, il y a l'anthropo, bon, l'homme, évidemment, le socio et la noosphère, et tout ça, c'est une continuité. Il est complètement dans une vue évolutive, vous le connaissez, et sa pensée complexe consiste à essayer de réunir et de comprendre les relations entre une notion et d'autres notions, de les mettre en perspective et de voir comment l'une interagit avec l'autre et réciproquement. Parce que se créent des boucles, bon, tout ça nous mènerait trop loin, mais pour dire que Edgar Morin est, je pense, le penseur du XXe siècle. Il est encore vivant, hein, 104 ans, faut pas oublier de le dire. Il est le penseur du XXe siècle qui a le plus travaillé et le plus écrit sur la noosphère. Ensuite, je passe à la sphère des scientifiques. Bon, Jérôme Monod, évidemment, alors d'abord très critique vis-à-vis de Teilhard de Chardin, hein, très critique vis-à-vis de la noosphère, en considérant que c'est quelque chose qui n'est pas scientifique. Et puis alors, quand on regarde l'évolution de sa pensée au cours de sa vie, eh bien, progressivement, il se rapproche de la noosphère, et même à la fin de sa vie, j'ai la phrase ici, il utilise voilà, il dit c'est la sphère de la pensée et de la connaissance scientifique. Donc il est complètement revenu à la pensée de Teilhard après l'avoir très durement critiqué au début de sa vie. En conclusion de cette première partie d'analyse, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, il n'y a pas de dimension spirituelle. Les philosophes ou les scientifiques ou les épistémologues ne considèrent pas la partie christique dans leur travail. Donc il y a une réflexion sur la connaissance, sur la manière d'agréger, d'accumuler la connaissance, de la partager, mais il n'y a pas de dimension spirituelle. Il y a une recherche d'équilibre collectif-individuel. Ça, c'est très intéressant, parce que tous considèrent que trop d'individuel conduit à l'individualisme et ne permet pas d'envisager l'avenir de l'humanité. Et trop de collectifs posent tous les problèmes qu'on connaît bien et qu'on a bien vu avec l'Union soviétique, par exemple. Hein. Donc, il y a toujours cette recherche d'équilibre entre les deux pour construire. Voilà. Donc, vous voyez, il y a ces notions chez tous ces philosophes de construction. On va construire une pensée collective, on va construire des relations entre les hommes grâce à la noosphère. Passons maintenant, je vous avais dit hein, qu'on allait voir des courants très très variés. Donc maintenant les écolos. C'est intéressant parce que les écolos parlent beaucoup de noosphère. Alors, le premier avec l'hypothèse Gaïa, c'est Lovelock. Qu'est-ce que c'est que l'hypothèse Gaïa? C'est de considérer que la Terre est un organisme vivant et qu'elle a une pensée, une conscience. Donc tout ça est très controversé sur le plan scientifique. Hein. On n'est pas dans le champ scientifique. Vous voyez, j'ai mis écolo, pas dans le champ scientifique, exprès. Hein. Mais n'empêche qu'il y a énormément de réflexions sur cette idée d'hypothèse Gaïa qui se rapproche d'une certaine dimension de la noosphère, pas de la totalité, bien entendu. Alors, les écolos, pourquoi s'intéressent-ils plus généralement à la noosphère? Eh bien, parce qu'ils sentent que pour sauver la planète, il faut absolument se réunir. Donc, c'est la recherche d'une coopération inclusive. J'ai repris les mots, hein, c'est pas de moi. De conscience écologique planétaire. Donc ils appellent de leur vœu une conscience écologique planétaire. Ça veut dire que toute l'humanité doit comprendre les périls et doit se mettre en marche avec un objectif. C'est évidemment de sauver la planète. Si maintenant on va chez les humanistes, aussi l'utilisation du mot ou de la notion, ça dépend, là, il s'agit de partager
non pas une vue, une conscience écologique, mais une conscience humaine, une conscience humaniste, et donc de partager entre les hommes, d'établir des relations plus étroites de fraternité entre tout le monde, pour arriver à la paix pour l'humanité. Donc les humanistes ont aussi toute cette vision du futur relationnel qui ont parfois, mais pas toujours, signalé la dimension spirituelle. Là, c'est intéressant. Autant tout à l'heure, c'était pas de spirituel. Là, c'est, on va dire, ça dépend des cas. Hein. Et il y a toujours, en tout cas, encore une fois, l'équilibrage du trop d'individus versus, trop d'individuels, pardon, versus plus de collectifs. Donc, que ce soit les écolos ou les humanistes, c'est la recherche de plus de collectifs, avec une motivation, sortir des fléaux d'aujourd'hui. Donc d'un côté, les guerres, les conflits, de l'autre, la planète qui est abîmée tous les jours, etc., etc. Les psychologues. Alors ça, c'est intéressant parce que les psychologues s'emparent aussi de la notion de noosphère. Alors Carl Jung... sans utiliser le mot, parce que évidemment c'était un peu trop tôt. Carl Jung est mort en 1961 et il a proposé donc l'idée d'inconscient collectif. Alors, il y a dans l'inconscient collectif quelque chose qui reprend toute l'évolution des idées, des pensées de l'homme depuis les origines. Donc Jung insiste beaucoup sur l'expérience ancestrale depuis des millions d'années, qui s'agrège et qui finalement constitue une sorte de capital dont nous héritons, nous autres humains, qu'on le sache ou non, hein, en général plutôt inconsciemment, pour Jung. Hein. Alors il faut citer Assaglio, parce que je sais qu'il y a des Teilhardiens qui connaissent très très bien ce personnage, qui est un psychologue très important, parce que lui, en fait, il reprend grosso modo les idées de Jung, mais il ajoute la dimension spirituelle. C'est un psychologue spirituel, on pourrait dire, hein, qui connaissait très bien Teilhard et qui utilise le mot. Et puis, je termine, pour ne pas être trop long avec les psychologues, avec Boris Cyrulnik, que tout le monde connaît. Il parle de la noosphère en disant c'est une nappe pensante sur la Terre, une nappe pensante sur la Terre. Et, très intéressant, c'est lui qui le plus évoque la problématique de l'unicité de l'homme et la diversité qui doivent être conservées dans la noosphère. Vous voyez, les autres n'évoquent pas tellement cette idée qui a été bien expliquée par Marie. Là, Boris Cyrulnik comprend cela. Il faut la singularité, il faut de la diversité, il faut de l'union. Donc pas d'uniformisation, bien entendu. Hein. Donc, vous voyez, sans avoir d'approche religieuse ou spirituelle, Boris Cyrulnik arrive à ces sujets-là. Dans le monde ésotérique, New Age, on utilise beaucoup la notion de noosphère. On l'utilise avec Ken Wilber, par exemple, dans la notion de planète pensante, de vision intégrale. Donc il y a toujours cette idée de quelque chose qui se crée, qui va finalement intégrer l'ensemble des pensées, des idées, depuis les origines, et qui va constituer la structure finalement future de l'humanité. Alors c'est assez troublant parce que là, avec l'ésotérisme, on arrive à l'opposé de ce que je disais tout de suite, hein, c'est qu'il n'y a plus du tout d'individu. C'est-à-dire la personne humaine disparaît et fusionne, se dissipe, se dilue dans le grand tout. Alors attention à ne pas confondre avec ce que disait Marie tout à l'heure. Le grand tout pour ces tendances ésotériques, c'est
c'est quelque chose, ce n'est pas un Dieu personnel, hein, évidemment, c'est une fusion dans quelque chose, on ne sait pas quoi, et tout se dilue dans le grand tout. Donc voilà les notions qu'on voit avec l'ésotérisme, hein, c'est beaucoup de liaisons au cosmos, parce que, encore une fois, le côté intégral est important, c'est très individuel, je dois faire mon éveil spirituel, et je dois me sauver moi-même. C'est un peu ça dans ces mouvements, en vue donc de trouver la sérénité, de trouver l'apaisement, de trouver... voilà. Donc ça, c'est pour pour l'ésotérisme. Pardon, est-ce que j'ai fait une bêtise? Voilà. Ah, pardon. Alors maintenant, pour terminer sur cette... revue, on va parler d'intelligence artificielle, évidemment, c'est un sujet que je regarde abondamment. Le dernier livre de Luc Ferry sur le sujet cite la noosphère 39 fois, quand même. Donc ce livre m'a quand même... Il s'appelle IA, grand remplacement ou complémentarité. Donc c'est quand même intéressant. 39 utilisation du mot noosphère dans ce livre. C'est pas rien. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Eh bien, il y a quelque chose chez les transhumanistes qui consiste à dire, si nous arrivons à marier l'homme et la machine, si nous arrivons à hybrider, à augmenter l'homme avec la machine, on va enfin pouvoir créer la noosphère. Parce qu'on va résoudre tous les problèmes, que ce soit les problèmes de pauvreté, les égalités, les problèmes écologiques, évidemment. Donc l'idée est, pour eux, parfois de justifier les augmentations de l'humain ou des hybridations humain-machine en vue de mieux gérer la planète, mieux gérer l'humanité et enfin arrêter les guerres, arrêter tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose de délicat, c'est que, est-ce que c'est vraiment intéressant pour eux? On ne sait pas trop, ou est-ce que c'est simplement se justifier? Je crois plutôt que c'est se justifier. Mais enfin bon, passons. Après, il y a les post-humanistes qui, eux, vont encore un petit peu plus loin. Ils imaginent qu'on va pouvoir télécharger nos cerveaux dans la noosphère. Ils appellent noosphère ces énormes réseaux de neurones artificiels que nous déployons sur la planète et que l'intelligence artificielle, en particulier l'IA générative, utilise abondamment. Et donc pour eux, un jour, il sera possible dans ces énormes réseaux artificiels de télécharger notre cerveau. À partir de là, notre conscience va aller avec, notre intelligence avec, parce que tout est cérébral, tout est calcul neuronal pour ces gens-là. Donc, en téléchargeant mon cerveau, je télécharge l'ensemble de ma personnalité. Et, évidemment, je deviens immortel, puisque je suis dans le réseau. Je n'ai plus de corps, je n'ai plus tous ces ennuis de santé, de choses et d'autres, hein, etc. Donc, j'arrive à un état d'immortalité grâce au téléchargement. Donc on trouve des gens très sérieux et on trouve des laboratoires qui travaillent sur ce sujet, hein, financés, bon, vous imaginez, par les gens très riches de Californie. Bon, passons sur le sujet. En tout cas, vous voyez, la vision là n'est plus collective, elle est très élitiste. Quelques-uns auront la possibilité de faire ça. Et c'est pour ça que je dis, bon ben voilà, là la motivation est complètement différente, c'est sauver sa peau. Alors vous voyez que tous ces emplois du mot noosphère sont très variés et à chaque fois on retrouve quand même quelques éléments. Il y a toujours une idée de communiquer, d'échanger entre les hommes. Alors là, évidemment, l'infrastructure Internet nous l'apporte, hein, mais communiquer, ça va un petit peu plus loin. C'est aussi établir de bonnes relations avec. Hein. C'est donc avoir un collectif qui fonctionne. Vous voyez, il y a un côté un peu communauté qui
qui se trouve en arrière-plan chez beaucoup de gens que j'ai cités. Il y a une deuxième notion, c'est la notion d'accumulation de connaissances. Donc, tous les scientifiques que j'ai cités parlent de noosphère dans cette idée. La connaissance, de plus en plus, va être partagée et donc va devenir le capital de toute l'humanité, disponible pour tout le monde. Les prises de conscience, on en a vu, donc tout ce qui est conscientisation, j'en ai parlé pour l'écologie, la conscience globale, on le trouve dans certains courants, on trouve la fraternité comme objectif, et puis toujours, évidemment, c'est tous ces gens qui utilisent le mot ont une vue à long terme. Donc ça, c'est quand même intéressant, c'est qu'ils sortent tous de l'immédiateté que les technos, par exemple, nous forcent un petit peu à avoir, et tous essayent de voir un peu plus grand, un peu plus large. Donc il faut voir, il faut reconnaître tous ces éléments positifs qui sont proches, qui empruntent, ce sont, comme je dis, des emprunts à la noosphère de Teilhard. Par contre, il y a des écarts, évidemment, des fossés avec la pensée de Teilhard. Pas d'idée de communion, très rarement le personnalisme, un tout petit peu, hein, je vous l'ai cité avec Cyrulnik, et puis jamais d'amorisation, de spiritualisation et d'attraction de Dieu. Donc et le Christ, évidemment, n'est pas présent dans toutes ces utilisations du mot noosphère. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Si vous voulez, moi je me suis amusé à réfléchir à un chemin que j'appelle le chemin noosphérique. Bon, alors, c'est une idée pour voir toujours les choses dans leur développement, dans leur évolution. Hein. Donc, biosphère, infosphère, bon, infosphère ou technosphère, hein, vous utilisez le mot que vous voulez. Et puis, noosphère, et dans la pensée de Teilhard, effectivement, on voit qu'il y a une évolution, il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui se forme, qui n'arrivera ou qui n'arrivera pas, mais il y a des conditions pour que ça arrive qui ont été rappelées par Marie. Et donc, la noosphère, avec Jésus-Christ, nous amène au point oméga, nous fusionne, nous récapitule en Dieu, récapitule la création. Donc cette vue, ce chemin noosphérique de Teilhard peut, je crois, aujourd'hui être un tout petit peu changé avec cette analyse que j'ai faite en vous proposant cette idée. Aujourd'hui, on est dans une espèce de buissonnement, comme dans l'évolution, il y a des moments où ça diverge avec des tas d'idées dans tous les sens. Hein. Donc, des pré-noosphères qui se mettent à exister un peu partout, qui sont proposées par un tas de gens. Et c'est ça un peu l'état dans lequel on est aujourd'hui. Hein. Et je pense que mon répertoire, il vaut ce qu'il vaut, hein, mais il y en a encore sûrement beaucoup de choses à découvrir. Donc c'est à chaque fois des pré-noosphères, parce que jamais elles sont la noosphère de Teilhard. Mais voilà, il y a toujours un ou deux petits éléments qui se rapprochent de la noosphère. Et donc moi j'imagine cette espèce de buissonnement, de divergence vers plein de pré-noosphères va se mettre à converger pour arriver à la noosphère. Et c'est... je ne sais plus combien on a encore... Conclusion. Voilà. Bon, alors je vais sauter pour arriver à ma conclusion. Donc, ce que je veux dire en conclusion, c'est que le risque pour nous autres qui connaissons Teilhard de Chardin, c'est de dire « Ouh là là, tout ça c'est des trucs dangereux, tout ça c'est des trucs, des mauvaises interprétations de la notion de noosphère ». Et c'est vrai, c'est toujours des interprétations partielles ou partiales, ou en tout cas, ou incorrectes, hein, parfois. Bon, alors, face à ça, on a deux possibilités. La première, c'est de dire « Oh là là, c'est horrible », et luttons contre. Et la deuxième, c'est de dire « Mais en fait, ces gens sont en mouvement ». Les écolos, beaucoup étaient des écolos radicaux qui n'étaient
pas du tout dans l'esprit collectif et l'esprit noosphérique que j'ai rappelé tout à l'heure. Et petit à petit, par la contemplation de la nature, par le besoin de coopération inclusive, comme je disais, ils se sont mis dans une démarche spirituelle. Tout ça est récent, hein, c'est des choses qui se sont passées dans les 5 dernières années. Donc ce que je pense, c'est que nous avons devant nous un buissonnement qui peut faire un peu peur, et je dis, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que d'abord, ça veut dire que le mot est enfin devenu connu de beaucoup de gens, on va dire. Deuxièmement, que la notion intéresse tout un tas de gens. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Et troisièmement, c'est le signe qu'un chemin pour ces gens-là est possible de spiritualisation qui progressivement les amènera à la noosphère. Évidemment, avec l'aide de Dieu. Donc je termine avec une petite astuce que je voudrais dire, c'est que, vous voyez, la noosphère n'est pas seulement dans ce que je propose une idée, une notion, quelque chose qui va apparaître ou qui est déjà là, c'est aussi un projet. C'est ça que je voudrais introduire aujourd'hui, c'est un projet pour l'humanité. Ça peut être vu comme un projet. Et ce qui est très intéressant, c'est que Vernadsky avait déjà dit quelque chose comme ça, avec la noocratie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, noocratie. Ben c'est donner le pouvoir aux sages, aux gens qui ont les connaissances et la sagesse pour diriger le peuple. Donc là, je ne vais pas vous parler de noocratie, mais quand même, j'ai inventé ce mot de noumeurs. Alors les noumeurs, ce sont les gens qui veulent que la noosphère arrive, qui font des efforts pour, qui cherchent l'union, qui cherchent à établir cette couche pensante. Et donc ça devient un projet, c'est ça que je dis. C'est par opposition évidemment aux boomers et aux doomers. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité dans les techs. Les boomers sont les gens qui sont vraiment technophiles. C'est pas les baby boomers, ça, c'est autre chose là. Les boomers, c'est ceux qui veulent, allez, il faut en faire encore plus, toujours plus de techno, parce qu'avec les techno, on va résoudre tous les problèmes du monde. Donc pour eux, ils sont un peu accélérationnistes, comme on dit, donc tout par la techno et tout va mieux marcher. Les doomers, c'est exactement les opposés, l'extrême inverse. Ce sont les technophobes, ce sont des gens qui sont assez pessimistes, qui ont peur parce que l'IA va nous dominer, parce que l'humanité va disparaître, parce que la planète va être abîmée, etc., etc. Donc les doomers sont vraiment sur les freins, alors que les autres sont sur l'accélérateur, si vous voulez. Et moi, je propose les noomers. Vous voyez, bon, c'est amusant d'un point de vue lexical d'être si proche. Le noomer, c'est celui qui veut la venue de la noosphère. C'est celui qui n'est ni accélérationniste. Le progrès pour le progrès, c'est non. Comme disait Marie, c'est le progrès avec la sagesse. C'est toujours avancer, travailler, faire évoluer les choses, mais en même temps faire évoluer en sagesse, et l'un et l'autre, jamais l'un ou l'autre. Voici donc ce que je voulais vous dire ce matin, et je serais très content de parler avec ceux qui auraient d'autres idées, d'autres rencontres de ce mot noosphère dans des endroits tout à fait improbables. Vous voyez où j'en suis, donc vous m'aideriez dans mon travail si vous venez me voir après. Merci.